Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle émission de nos grands entretiens. Celui qui se qualifiait lui-même comme le plus grand roi du monde a donné à la France l'un de ses plus beaux emblèmes, le château de Versailles. Alors ce château de Versailles donne à la monarchie française une apparence fastueuse, puissante, centralisée. Par sa perfection architecturale et rituelle, il incarne l'absolutisme Louis XIVien. Absolutisme auquel on réduit souvent d'ailleurs le règne du grand roi à travers cette phrase qu'il n'a d'ailleurs probablement jamais prononcée « L'État, c'est moi ». Peu importe, après tout, ce qui compte, c'est de comprendre ce que cette phrase, ce que ce propos nous dit de la réalité, de l'identification du souverain à l'État. Que nous dit Versailles sur l'évolution de la monarchie? Quelles sont les origines de l'absolutisme? Quelle est la part de sacré dans la mise en place de cette monarchie absolue? Et pour parler de Louis XIV, pour parler de monarchie absolue, j'ai la grande joie de recevoir Joël Cornette. Bonjour. Eh bien bonjour et merci de me recevoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes déjà venu sur Storia Voce il y a quelques années pour parler de la Bretagne, puisque vous êtes un grand spécialiste de l'époque moderne et bien sûr de l'histoire de la Bretagne. Vous êtes donc ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé d'histoire. Et aujourd'hui, vous publiez un livre, Le roi absolu, une obsession française 1515-1715, et ce livre est sorti aux éditions Talendier. Une première question sur le terme. Quand est-ce qu'apparaît le terme absolutiste ? Alors, le terme absolutisme, c'est une réinvention d'après la Révolution, puisque la première fois qu'il apparaît, c'est Chateaubriand qui l'utilise en 1797. Donc, il utilise un mot pour qualifier un régime qui n'existe plus. Alors, plutôt que absolutisme, il faut plutôt parler, et c'est le titre d'ailleurs, du roi absolu. Et c'est vrai que là, le mot existe dès le XVIe siècle, absolu, au-delà même des lois, d'une certaine façon, c'est-à-dire un souverain au-dessus des lois, sauf qu'il doit quand même respecter et les lois de la nature et ce qu'on appelle les lois fondamentales du royaume. Ça, on pourra y revenir, évidemment. Mais c'est une singularité française, une obsession française. C'est un peu le sous-titre qu'on a proposé. Et effectivement, si on effectue une comparaison à l'échelle de l'Europe, on se rend compte très vite que le roi de France a cette singularité d'un pouvoir, j'oserais presque dire surpuissant par rapport à ses voisins. En Espagne, par exemple, le roi d'Espagne n'est pas vraiment un roi absolu. Il doit répondre à des, à un rituel de reconnaissance de son pouvoir par les différentes régions de l'Espagne. Le souverain du Saint-Empire romain germanique n'a pas réellement de pouvoir. Les États italiens sont divisés. En Angleterre, le roi est un roi relatif. Et d'ailleurs, dès qu'il a essayé de jouer au roi absolu, il a été décapité. La Révolution anglaise est là pour le montrer. Donc c'est vrai que si on fait une comparaison européenne, on s'aperçoit très vite que ce roi empereur en son royaume, comme on dit dès le XIIIe siècle, singularise vraiment l'histoire de France. Et notamment, et c'est pour ça qu'on a choisi ces dates, 1515-1715, c'est d'une certaine façon à ce moment que on retrouve cet ADN de la monarchie française entre ces deux rois absolus que sont d'une part François Ier, et d'autre part, évidemment, Louis XIV, vous l'avez évoqué, l'État c'est moi, même s'il n'a jamais dit l'État c'est moi, on pourra revenir d'ailleurs sur cette phrase et le sens de cette phrase. Oui, alors en plus, donc avec ces bornes chronologiques, on se rend bien compte que, parce qu'évidemment, on dit que Louis XIV a mis en place l'absolutisme, mais vous nous expliquez que c'est une longue histoire, en fait, cette histoire de l'absolutisme. En introduction, vous dites, vous faites un lien très fort entre le sacre, la sacralité de la monarchie française, et cette notion d'absolu. En quoi le sacre est une force spécifique de cette monarchie ? C'est vrai que le sacre, c'est aussi une singularité française. Le roi est sacré, il est oint de Dieu, il a une sorte de pouvoir surpuissant qui est accentué encore par, vous savez, ce rite de guérison des écrouelles. C'est-à-dire qu'après le sacre, le roi se rend sur les reliques de Saint Marcoul et
par, disons, ce saint, il obtient le pouvoir surpuissant de guérir les écrouelles. Et donc, après le sacre, il y a cette cérémonie très étrange où le roi est face à des malades atteints d'une adénite scrofuleuse et il prononce la phrase « Le roi te touche, Dieu te guérit ». Il est le seul roi avec le roi anglais à avoir cette surpuissance sacrale, en quelque sorte. Il y a un très beau livre, d'ailleurs, de Marc Bloch qui s'appelle « Les rois thaumaturges » et qui explique ce point. Et d'ailleurs, ce thème, c'est très intéressant. Le roi te touche, Dieu te guérit. Il y a une sorte d'instantanéité entre le geste du roi et la puissance de Dieu. Et songez qu'en 1722, au moment du sacre de Louis XV, la formule a été changée. Le roi te touche, Dieu te guérit est devenu le roi te touche, que Dieu te guérisse. Et vous voyez, le que change tout. Parce que si on dit que Dieu te guérisse, cela donne à Dieu, en quelque sorte, une totale liberté, et le roi est moins puissant, si je puis dire. Il a moins cette force surnaturelle de guérison. Mais en tout cas, cette formule est tout à fait importante, et c'est vrai que, pour les contemporains, le sacre ajoute en quelque sorte à la puissance du roi. Même si le roi devient instantanément roi à la mort de son père. Il y a le roi est mort, vive le roi. Louis XIV devient roi à l'instant même où Louis XIII meurt, mais il a 4 ans et demi. Le sacre sera plus tardif, justement, en 1654. Mais voilà, il y a cette surpuissance qui est là vraiment tout à fait singulière pour expliquer le pouvoir du roi de France. Vous nous expliquez bien l'importance du sacré chez le roi de France. Est-ce qu'on peut dire que le roi de France est un petit peu entre le prêtre et le laïc ? Oui, d'une certaine façon, il est loin de Dieu, il reçoit une bénédiction sacrale qui, disons, l'éloigne de la condition strictement humaine. Il communie sous les 2 espèces, il est le seul disons, humain en dehors du prêtre à le faire. Donc, c'est vrai que d'une certaine façon, ça accroît sa puissance. Alors, 1515, Marignan, ça c'est une des dates emblématique évidemment. Emblématique de l'histoire de France. Pourquoi ? Quel est le premier roi absolu ? Alors ça c'est un peu difficile parce que c'est une longue histoire. On va dire que dès le XIIIe siècle, voilà, il y a une sorte de trilogie là, Philippe Auguste, Saint-Louis, Philippe le Bel. C'est là vraiment que se cristallise le pouvoir absolu du roi. Et le thème, le roi est empereur en son royaume, apparaît justement à cette époque. Je pense à Philippe de Beaumanoir, qui est un juriste justement de ce XIIIe siècle. Alors c'est une longue histoire, je l'ai dit, et il ne faut pas voir une évolution continue. La guerre de 100 ans, par exemple, est une rupture. Le roi cesse d'être absolu. Il y a une renaissance de l'autorité du roi après la guerre dite de 100 ans, je pense à Louis XI évidemment. Et puis dans la période qui est donc la mienne, entre 1515 et 1715, là aussi il y a des évolutions très très fortes. Et il faut bien distinguer les périodes d'absolutisme, même si je l'ai dit, cette notion est une notion inventée sur le tard et après les rois absolus. Mais disons les rois absolus, c'est essentiellement François Ier, Henri II, puis Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, mais il y a aussi des moments, je dirais, de dépression de cet absolutisme. Et ces moments de dépression, et c'est tout à fait intéressant, sont liés, je dirais, à une absence d'incarnation physique de l'autorité royale. Je m'explique. Toutes les périodes de contestation, d'opposition, de guerre civile ou religieuse sont contemporaines de rois affaiblis, de rois enfants, de rois discrédités. Alors, regardez les guerres de religion, 1562-1598, c'est le moment justement où la monarchie est presque désincarnée. C'est François II, c'est Charles IX, c'est Henri III qui est un roi discrédité, et c'est le moment des guerres de religion. On retrouve des mêmes oppositions, je dirais, d'opposition aristocratique au moment de la minorité de Louis XIII, c'est-à-dire la période 1610-1620 en gros. Et puis regardez, Louis XIV, enfant, correspond, eh bien, à la Fronde et aux révoltes contestataires très fortes, révoltes multiples, populaires, aristocratiques, bourgeoises, urbaines, et qui culmine entre 1648 et 1652, au moment justement où la monarchie n'est pas tout à fait incarnée.
Voilà. Et au contraire, les périodes, disons, d'absolutisme vrai, si je puis dire, c'est le moment où le roi, par sa force physique, impose en quelque sorte une image très 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 forte de l'autorité politique. Vous parliez de Marignan, 1515, c'est l'époque où François Ier impose sa stature. On dit que tout le monde a été très impressionné. Près de 2 mètres, ce qui est tout à fait singulier, évidemment, et le contraste très fort entre la personne physique de François Ier et les rois qui l'ont précédé, je pense à Charles VIII et Louis XII. Alors, il ne s'agit pas de tirer à fond, si je puis dire, le fil de la personnalisation absolue du pouvoir, mais tout de même, vous l'avez dit, l'État c'est moi, même s'il ne l'a pas prononcé. Cette phrase est tout à fait emblématique d'une caractéristique très forte de l'autorité politique en France, c'est-à-dire la puissance de l'incarnation. Et d'ailleurs, la vraie formule de Louis XIV, c'est pas l'État c'est moi, elle est beaucoup plus forte d'une certaine façon. Avant de mourir, une de ses dernières phrases, ça a été « Je m'en vais ». Mais l'État demeurera toujours. Ce qui est, je crois, une formule extrêmement intéressante, très forte, la disparition physique du corps du roi, mais la pérennité de l'État. Et justement, c'est là aussi qui constitue une originalité de la période 1515-1715, c'est-à-dire la construction, au-delà même de la personne du roi, d'un appareil monarchique, d'une structure d'autorité incarnée, évidemment par le roi, mais aussi par des représentants, je pense aux intendants. On pourra en reparler, hein, ça c'est lié à la guerre, c'est lié à des moments extrêmement forts de l'histoire événementielle, dirons-nous, mais voilà, l'État demeurera toujours, et la construction de l'État est justement parallèle à ces rois absolus, entre 1515 et 1715. Alors, ce qui est intéressant, vous parlez beaucoup en fait de la force, de la manière en fait avec laquelle le roi se représente. Et dans votre livre, et ça m'a beaucoup plu, vous parlez longuement des châteaux, des demeures royales. En quoi ces châteaux, ces demeures royales incarnent ce roi absolu et ce pouvoir de l'État? Voilà, c'est vrai que les châteaux, d'une certaine façon, c'est une source d'histoire. Et l'architecture, c'est vraiment une archive. Et l'architecture des rois, c'est pas n'importe quoi. Au XVIe siècle, époque de la Renaissance, et les châteaux de la Loire, évidemment, Amboise-Blois, et surtout, j'oserais dire, la première construction palatiale extraordinaire que constitue Chambord, qui est vraiment une sorte d'apothéose de pierre, de l'incarnation, justement, visuelle du roi absolu. Il y a aussi un autre aspect, si je puis dire, visuel de cette autorité qui s'exprime dans les constructions palatiales, c'est le château de Fontainebleau. François Ier, vous le savez, a quitté la vallée de la Loire, et après son emprisonnement à Madrid, après la défaite de Pavie, eh bien, il a décidé en 1527-28 de faire de Paris sa capitale, et à côté de Paris de faire de Fontainebleau un lieu absolument emblématique de son pouvoir. Et c'est la période où, notamment, il y a la décoration de la galerie de Fontainebleau. J'invite d'ailleurs tous les auditeurs à y aller, parce que c'est un livre d'images extraordinaires où le roi est représenté de façon allégorique, par un éléphant, par exemple, par des thèmes mythologiques. Et là, vraiment, on retrouve cette image de surpuissance de l'autorité absolue. L'autre exemple, et vous l'avez évoqué, c'est évidemment Versailles. Versailles, c'est d'une certaine façon l'apothéose visuelle du roi absolu, d'abord par ses dimensions. C'est un château absolument inédit par rapport au temps. Songez par exemple que les 3 avenues qui conduisent vers le château font 70 mètres de large. Alors aujourd'hui, elles paraissent, je dirais, presque normal, mais à l'époque, des avenues de 70 mètres, c'est absolument inédit. Songez qu'à Paris, les rues font 7 mètres de large. Hein. Henri IV a été assassiné parce que son carrosse a été embouteillé, et ça a permis à Ravaillac de monter sur le carrosse et d'assassiner Henri IV. 7 mètres de large. Versailles, 10 fois plus. Et vous voyez, d'une certaine façon, ce plus, c'est aussi l'autorité absolue du roi. Il faut que ce soit plus grand, plus gigantesque, visuellement extraordinaire. Et la Galerie des Glaces est là, évidemment, pour le montrer. Faut presque se tordre le cou, si je puis dire, pour regarder les images du roi qui sont au plafond de la Galerie des Glaces. Et notez d'ailleurs que le cœur du château, c'est
je dirais, le dédoublement du corps du roi. Il y a à la fois la chambre du roi et la chambre du conseil qui se trouvent exactement l'une à côté de l'autre au premier étage et qui symbolisent justement les deux corps du roi. Le corps privé-public, si je puis dire, à travers la chambre, et le conseil qui est l'image de l'État. De la structure justement administrative de l'État. Et notez d'ailleurs que le château de Versailles est précédé des ailes des ministres. Donc là, vous voyez, vraiment, il y a le résumé, presque un microcosme finalement de la structure de l'État, c'est-à-dire le corps du château avec le corps du roi, la cour, l'aristocratie et les deux ailes qui abritent les nobles, évidemment, dont beaucoup doivent résider au château, les deux ailes des ministres devant, la structure administrative en quelque sorte de l'État, et puis le jardin qui est un jardin mythologique où on ne trouve que des statues, c'est un des plus grands musées en plein air du monde, si je puis dire, et là c'est la partie, je dirais, mythologique avec les comparaisons du roi en Apollon. Enfin, vous voyez, je ne vais pas commencer une lecture du château, mais c'est suggérer simplement que Versailles fonctionne vraiment comme une sorte d'écriture symbolique, architecturale de l'État absolu. Est-ce qu'on peut dire que, à partir du développement de l'imprimerie, donc au XVe siècle, ce développement de l'imprimerie a participé à soutenir le pouvoir royal et donc à favoriser cette notion d'absolutisme? Oui, absolument. On peut dire vraiment que, et c'est aussi une singularité de l'histoire de France, que la France s'est construite à partir de la tête, si je peux dire, à partir de l'État. À la différence des autres puissances, l'Italie ne sera vraiment italienne qu'au XIXe siècle, l'Allemagne, même chose. En France, c'est l'État qui a construit, d'une certaine façon, la nation France. Et vous évoquez la langue joue évidemment un rôle tout à fait important. Et l'édit de Villers-Cotterêts, dont je parle évidemment dans ce livre, est emblématique de cet élément, puisque l'édit de Villers-Cotterêts impose la langue maternelle française, comme dit l'édit, à toutes les textes officiels, et donc l'unification de la langue est tout à fait importante. Non pas que l'État, finalement, l'ait totalement imposé, puisque c'est presque aussi une demande, je dirais, des élites de toutes les provinces qui, justement, en parlant et en écrivant français, d'une certaine manière, attendent justement cette unification, et qui est effectivement officialisée par l'État. Et on retrouve ce goût de la langue, si je puis dire, et cette force de la langue dans l'entreprise du dictionnaire. Et le dictionnaire de la langue française, la première version de l'Académie française d'ailleurs, c'est une de ses fonctions, créée par Richelieu, donc c'est une création de l'État. Eh bien, le dictionnaire de l'Académie française, sa première édition, 1694, est tout à fait contemporaine de l'absolutisme triomphant. Et là, on retrouve justement l'importance de la langue, et d'ailleurs, l'introduction du dictionnaire est tout à fait intéressante, puisqu'on trouve presque une comparaison avec les mots comme des soldats, finalement. C'est-à-dire la discipline de la langue comme une métaphore de la discipline de la société sous l'égide de l'autorité absolue du souverain. Comment on voit dans l'histoire de France que l'absolutisme est triomphant, pour reprendre le terme que vous venez d'utiliser? C'est vrai qu'on peut contester, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il faut éviter aussi une vision trop étatiste de l'histoire, et les archives nous conduisent peut-être à surreprésenter le roi, et c'est vrai qu'il faut aussi analyser, je suis historien de la Bretagne, et c'est vrai que quand on analyse la Bretagne, là c'est une toute autre histoire qu'on peut lire, et par exemple au temps de Louis XIV, il y a des contestations très fortes, je pense à la révolte des Torébènes, la révolte du papier timbré de 1675, et qui montre justement les résistances. Mais en même temps, les résistances disent l'histoire de l'État absolu. Donc vous voyez, c'est un rapport, je dirais, évidemment antagoniste, bon, qui fait que l'État triomphe de fait. Sauf qu'il y a quand même une contestation. Et ça, évidemment, on ne peut pas le nier. Alors, évidemment, j'ai choisi 1515-1715, mais rien ne s'arrête en 1715. Et d'ailleurs, les contestations de l'autorité absolue apparaissent dès le règne de Louis XIV. Et justement, j'ai accordé, par exemple, une grande importance à quelqu'un comme Vauban, le maréchal ingénieur de Louis XIV. Vauban participe aux oppositions, aux contestations, et Vauban, c'est déjà un regard critique. Et les regards critiques se multiplient justement à la fin du règne de Louis XIV. Je pense à la lettre de Fénelon, vous vivez avec un bandeau sur les yeux. Il critique justement
finalement le roi d'une certaine façon un peu enfermé à Versailles. Vous avez évoqué Versailles, mais Versailles, on peut aussi le voir comme un affaiblissement finalement, puisque le roi se retire finalement de son royaume et n'a plus de relation directe avec la société vraie. Et c'est pour ça que tout le XVIIIe est marqué par une tension très forte entre l'autorité qui se dit absolue du roi et une contestation de plus en plus forte, je dirais, des corps représentatifs de la société, ou en tout cas qu'ils s'estiment comme tels. Je pense au Parlement, par exemple, et tout se terminera finalement, comme vous le savez, par la convocation des États généraux, finalement, c'est-à-dire la société face au roi qui va imposer son pouvoir, finalement, puisque les États généraux, se transformant en assemblée constituante, font la révolution. Et la révolution est née justement de cette difficulté de dialogue entre le roi absolu et la société réelle. Donc, vous voyez, on peut aussi écrire une autre histoire de cette lente, je dirais, dégradation du pouvoir, parce que le pouvoir est trop absolu. Et vous nous offrez une autre histoire, une histoire nuancée aussi des guerres de religion. Et vous nous expliquez, parce qu'évidemment on a tendance à mettre les guerres de religion et à réduire un petit peu les causes aux causes religieuses, mais qu'en fait c'est ici deux conceptions antagonistes de la monarchie qui s'affrontent. Oui, alors les guerres de religion, je l'évoquais par rapport à la personne physique du roi, des rois un peu faibles, décrédibilisés, mais en même temps, la contestation est aussi une contestation de la forme même du gouvernement. Et c'est vrai qu'au moment de la Ligue, par exemple, c'est-à-dire dans les années 1585-1595, il y a, je dirais, les linéaments d'un autre État. Un autre État qui aurait pu être un État relatif, c'est-à-dire un roi au pouvoir limité par les provinces, par les États généraux réunis régulièrement, par une autonomie plus grande des villes. C'est-à-dire que on se dessine au moment des guerres de religion la possibilité justement d'un roi, sinon parlementaire, si je puis dire, mais un roi dont les pouvoirs auraient été limités. Voilà. Et c'est ça aussi qui apparaît dans ces moments de contestation. Même chose pour la Fronde. Alors, il ne s'agit pas de penser qu'il y aurait eu une monarchie parlementaire, mais après tout, la Fronde est contemporaine aussi de la Révolution anglaise, et dans la contestation des parlements, il y a l'idée de limiter les pouvoirs du roi, notamment limiter le droit des impôts, c'est-à-dire le Parlement demande évidemment d'avoir un droit de regard sur les impôts, le Parlement demande par exemple de supprimer la puissance exécutive du roi par la suppression des intendants. Les intendants ont été mis en place, systématisés par Richelieu dans les années 1630, au moment de la Fronde, la Chambre Saint-Louis, c'est le nom qu'on donne à cette chambre qui voit la réunion des parlementaires pour s'opposer à l'État royal incarné à l'époque par Mazarin, il demande justement d'une certaine façon le démantèlement de l'État Richelieu. Donc vous voyez, il y a alors évidemment c'est une histoire des vaincus, mais il faut faire aussi l'histoire des vaincus. On peut lire donc dans l'histoire de l'État dit absolu des moments de grande tension où une alternative à l'autorité absolue aurait été possible, je crois. Et si on revient sur la guerre de religion, tout le monde connaît l'édit de Nantes, qu'on peut imaginer le roi comme quelqu'un de tolérant, qui voulait accueillir plus de diversité religieuse dans son royaume. Mais vous nous prenez un petit peu, vous nuancez cette idée. Pour vous, en fait, l'édit de Nantes, ça a surtout accru le pouvoir royal et favorisé l'absolutisme. Oui, absolument. Henri IV, l'édit de Nantes, 1598, une date évidemment fondamentale, mais l'édit de Nantes, c'est à la fois une chose extraordinaire, c'est presque la préhistoire de la laïcité qui peut se lire dans l'édit de Nantes, parce que l'édit de Nantes, et c'est rare au XVIe siècle, établit une liberté de croyance, puisque établit la Concorde, c'est-à-dire les protestants ont une liberté de culte et de croire de leur manière en Dieu, mais en même temps, l'édit de Nantes établit la nécessité d'une obéissance totale de chaque sujet au roi. C'est-à-dire, d'une certaine façon, avec l'édit de Nantes, l'homme se coupe en deux. La pensée est libre, si vous voulez, mais
chacun doit obéir au roi absolu. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire, d'une certaine façon. C'est la séparation du politique et du religieux. Et certains États, aujourd'hui, j'ai pas besoin d'insister, n'ont pas établi justement cette séparation fondatrice et fondamentale entre le religieux qui est libre et le politique. Mais là, l'obéissance au roi est vraiment constitutive justement de l'État absolu. Et Henri IV contribue, c'est évidemment un moment tout à fait clé dans l'histoire de France, puisque après le désordre des guerres de religion, après une génération de douleur et d'épouvantement, comme disent les contemporains, eh bien Henri IV rétablit d'une certaine manière l'autorité absolue du roi, et paradoxalement en séparant le religieux du politique, et en renforçant le politique. C'est intéressant, en fait, la liberté religieuse, elle ne va pas du tout contre la notion de roi absolu. Non. Je dirais même qu'elle est consubstantielle. Et c'est pour ça que beaucoup d'historiens ont pensé que l'une des fautes majeures de Louis XIV, ça a été de révoquer l'édit de son grand-père, puisque la révocation de l'édit de Nantes 1685, c'est de nouveau faire des protestants des sous-sujets. Enfin, d'ailleurs, ils n'ont plus droit d'exercer leur culte, et ça a entraîné, comme vous le savez, un exil très fort des protestants, sans doute plusieurs. Enfin, les historiens se discutent évidemment du chiffre. On n'a pas le chiffre officiel, peut-être 100 000, 200 000 exilés, ce qui est absolument considérable. Et d'ailleurs, ça a provoqué une vague de critiques. J'évoquais Vauban tout à l'heure. Vauban a été un des plus critiques justement sur les conséquences, notamment économiques, de cette révocation. D'autant que la révocation a renforcé les États européens. Je pense par exemple à Berlin. Le lecteur de Brandebourg a accueilli beaucoup de protestants français, et ça entraîne une rigidité très très forte de toute l'Europe qui s'est dressée contre ce Louis XIV vraiment tyran, enfin en tout cas considéré comme tel. Je pense aux pamphlets qui se sont développés notamment dans les Provinces-Unies et dont beaucoup d'imprimeurs étaient justement des protestants, et ça a provoqué la guerre dite de la Ligue d'Augsbourg entre 1688 et 1697, qui marque vraiment là une crise très très forte de la monarchie absolue, et c'est, je dirais, le dernier règne de Louis XIV. Alors ça aussi c'est intéressant. Le long règne de Louis XIV, songez 72 ans de règne, fait se succéder presque 3 rois différents. Entre le petit roi du temps de la Fronde, le roi absolu du temps de Colbert et le roi contesté de la fin du règne de Louis XIV, voilà, il y a vraiment là trois manières de penser l'autorité politique, et c'est ça qui rend la lecture des règnes de Louis XIV, je crois, tout à fait passionnante, tout à fait intéressante. Il y a des régions qui échappent un peu plus à l'absolutisme que d'autres. Vous citez Montaigne qui dit de la Bretagne, il entend parler de son maître une fois l'an. Est-ce qu'il y a des régions, des provinces de France qui arrivent un petit peu à vivre indépendamment de ce pouvoir qui prend de plus en plus de place et qui s'affirme de plus en plus fortement? Oui, c'est vrai qu'il faudrait faire une histoire régionale finalement de l'État absolu qui manque un petit peu. Alors on peut prendre province par province. Alors je connais pas évidemment toutes les provinces de France. Vous évoquiez de la Bretagne, c'est vrai que je peux parler de la Bretagne. La Bretagne a conservé depuis son annexion forcée au temps d'Anne de Bretagne et sacralisée, si je puis dire, par l'annexion officielle de 1532. La Bretagne a conservé une assez grande singularité. Les impôts sont moins importants, ils sont singuliers aussi, c'est le fouage et non pas la taille. En Bretagne, par exemple, il n'y a pas d'intendant avant 1689, vous voyez. Alors ça aussi c'est intéressant. Il y a une sorte de particularité là très très forte. Et la Bretagne quand même c'est plus de 2 millions d'habitants, donc c'est le 10e de la France, du royaume de France. Et disons l'intendant, parce que l'intendant, après tout, c'est le symbole même du pouvoir absolu. L'intendant, c'est celui qui a la puissance exécutive du roi et qui doit exécuter dans chacune des généralités, il y a une trentaine de généralités dans Louis XIV, les décisions fiscales, notamment du roi, et administratives. Eh bien, en Bretagne, l'intendant n'a été mis en place qu'en 1689, c'est-à-dire très tard. Dans les autres provinces, l'intendant est systématisé au temps de Richelieu, c'est-à-dire au moment de la guerre directe contre les Habsbourg. Donc, vous voyez, avec cet exemple breton que je peux développer parce que c'est celui que je connais évidemment le mieux, mais je suggère évidemment qu'on pourrait construire
une histoire de la monarchie absolue, non plus vue depuis l'État central, jacobin en quelque sorte, mais à partir des provinces. Ce que j'essaie de faire d'ailleurs pour le cas breton, mais dans d'autres livres que celui-là. Vous nous avez parlé tout à l'heure du lien très fort entre cette consolidation du pouvoir et le rôle de la guerre. Je vous cite, vous dites que née d'une urgence militaire, la conjoncture politique et institutionnelle devenue la structure même de l'État royal dans sa version absolue. Vous parlez de la guerre de 30 ans, si mon souvenir est bon. Est-ce que vous pourriez développer cette idée ? Oui, alors voilà, on vient de prononcer un mot pour la première fois depuis le début de cet entretien, mais ce mot est tout à fait important, c'est la guerre. Et la guerre, c'est, je dirais, dans la structure même de l'État absolu, une sorte de presque permanence, qu'il s'agisse de la guerre, c'est vrai, intérieure, il y a eu des guerres civiles, guerres religieuses, mais guerres extérieures aussi. Et après tout, on parlait de François Ier, 1515, Marignan, c'est la guerre d'Italie. Et à la fin du règne de Louis XIV, la France est en paix, mais depuis 2 ans, 1713, 1714. C'est-à-dire que la guerre s'impose vraiment comme une structure longue dans l'autorité politique. C'est vrai que la guerre est consubstantielle aussi à l'aristocratie. Après tout, le roi, c'est le premier des gentilshommes. Et l'essence même du gentilhomme, c'est d'être un guerrier. Donc, le roi de guerre, j'ai d'ailleurs écrit autrefois un livre qui s'appelle Le roi de guerre. C'est vrai que la guerre s'impose vraiment comme une réalité, je dirais, structurelle de l'État royal. Et notamment au XVIIe siècle, on peut dire que la guerre est pratiquement continue des années 1630 jusqu'à la fin du règne de Louis XIV. Et c'est cette guerre, justement, qui impose l'État, je dirais, surabsolu, la notion de raison d'État, et là d'ailleurs pour exprimer de façon extrêmement forte une raison supérieure à toutes les raisons. Les nécessités de l'État, c'est un terme qui revient très souvent et qui renforce à la fois le pouvoir du roi, qui se trouve un roi guerrier, un roi de guerre, et d'ailleurs les rois sont à la tête de leurs armées, jusqu'à Louis XIV inclus. Ça a été d'ailleurs un grand choc quand en 1693, Louis XIV a décidé de ne plus être à la tête de ses armées, mais songez justement que la puissance personnelle du roi est liée à ses capacités de faire la guerre. C'est le cas de François Ier, c'est le cas d'Henri II, c'est le cas d'Henri IV. Regardez, roi des batailles, vainqueur des ligueurs, je pense multiples batailles qu'il a remportées. Louis XIII aussi fait la guerre, et Louis XIV. Et par contre, les rois qui ne sont pas guerriers sont des rois, je dirais, un peu décrédibilisés. Regardez Henri III, il a voulu jouer au roi administrateur, il a été roi de guerre, mais quand il n'était pas roi, au moment où il était duc d'Anjou, je pense au siège de La Rochelle par exemple, mais dès qu'il est roi en 1574, il cesse d'être un roi de guerre, et ça joue évidemment quant à son image. Donc, vous voyez, la guerre, c'est vraiment un élément structurant de la définition même de l'État absolu. Et j'évoquais les intendants, la systématisation des intendants en 1635 est absolument contemporaine de cette guerre totale menée contre les Habsbourg, d'abord d'Espagne, 1635, puis 1636, la déclaration de la guerre contre l'empereur, contre les Habsbourg, version allemande, si je puis dire, et là la France est en guerre totale, si je puis dire. Et cette guerre, d'ailleurs, joue pratiquement jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, puisque l'une des caractéristiques aussi de cet absolu, c'est évidemment l'importance de l'armée, mais aussi la surdimension de l'armée par rapport aux capacités financières de l'État. On n'a pas encore évoqué les impôts, mais les impôts, c'est un autre élément structurant, justement, de l'État absolu. À la fois dans leur renforcement, mais aussi dans les oppositions qu'ils font naître, puisque il y a tout un fond de révolte populaire qui se développe tout au long du XVIIe siècle, et justement, c'est lié à la surfiscalisation imposée par la guerre. Et d'ailleurs, la grande période des révoltes populaires, c'est en gros les années 1630, 1600. J'évoquais la révolte des Torrébènes en Bretagne en 1675. C'est aussi lié à une surfiscalisation, là provoquée par la guerre de Hollande. Donc, vous voyez, de tous les éléments qu'on peut rassembler, cette unité guerrière massive s'impose évidemment dans l'analyse, je serais presque dire structurelle, de l'État absolu.
Le lendemain de la mort de Mazarin, le 10 mars 1661, le roi Louis XIV annonce sa décision de gouverner seul. C'est aussi un moment clé de l'histoire de France qu'on raconte dans tous les manuels d'histoire. Est-ce que cette déclaration a eu un véritable impact ou finalement, est-ce que on en a fait un peu trop et qu'en fait Louis XIV n'a pas tant changé dans sa manière de gouverner Non, on n'en a pas fait trop. C'est vrai que ça a très impressionné les contemporains. J'évoquais les 3 Louis XIV. Le Louis XIV enfant, le Louis XIV absolu et le Louis XIV un peu critiqué de la fin du règne. Et c'est vrai que là, c'est le 2e Louis XIV qui, vraiment, comme une chrysalide, naît brusquement. Le Louis XIV enfant, adolescent, c'est je dirais, un homme un peu secret. Tous les contemporains ont été impressionnés justement par l'aspect un peu second d'un roi que les contemporains pensaient, bon, il sera pas du tout absolu, on pourra le diriger comme on veut. Non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que dès la mort de Mazarin, le lendemain, effectivement, il a déclaré vouloir gouverner seul. Bon, il n'a jamais gouverné seul, évidemment. Il y a un conseil, il est entouré, il y a Colbert, il y a une infrastructure. Mais tout de même, la réalité du pouvoir est totalement incarné. Et c'est vrai que Louis XIV, jusqu'à la fin de sa vie, c'est vraiment un roi de commandement, si je puis dire, un roi qui préside les conseils, un roi qui agit, un roi, disons, tout passe par le roi. Alors, effectivement, il y a une structure autour de lui, il y a une technostructure, pour employer un terme utilisé par un historien. Il y a aussi Colbert, qui a tout un lobby autour de lui, fisco-financier, pour reprendre un terme imposé par, que Daniel Dessert a défini. Mais tout de même, tout tourne autour quand même de la figure du roi Soleil. Et d'ailleurs, on l'a pas encore évoqué, sinon par le château de Versailles, tout un système aussi de publicité royale a été mis en place. C'est-à-dire un système de propagande. Il faut employer les mots tels qu'ils... Je pense que le terme de propagande, là, s'impose au temps de Louis XIV. C'est-à-dire, on n'a jamais autant multiplié les images d'un roi de gloire. Et dans tous les supports, ça peut être des calendriers, ça peut être... J'évoquais les tableaux de la Galerie des Glaces de Charles Lebrun, mais on pourrait évoquer l'opéra. Tous les opéras de Lully Quinault commencent par une sorte de prologue qui est à la gloire du roi de guerre. C'est-à-dire que le théâtre aussi, même les pièces de Molière se terminent toujours par un exempt représentant du roi qui résout le problème, y compris familial. Donc on a même une pénétration à l'intérieur des familles, finalement, de l'autorité royale qui s'impose. Donc de tous les côtés, vraiment, l'image d'incarnation, puisqu'on a évoqué au début de notre entretien cette incarnation visuelle du roi, on la retrouve y compris dans les formes d'expression artistiques multiples au temps de Louis XIV. Vous expliquez aussi que Henri IV est sans doute le premier souverain qui a reconnu la force spécifique de l'image avec l'utilisation du blanc. Louis XIV, c'est triomphe dans la technique de communication. Voilà. Et vous avez raison d'évoquer Henri IV. Je dirais qu'Henri IV, vraiment, c'est un roi qui m'est cher, particulièrement. C'est le premier roi médiatique de l'histoire de France. Alors, on a évoqué François Ier, Fontainebleau, Chambord, mais disons que Fontainebleau, Chambord, ça reste quand même assez limité. Et Chambord, c'est vrai est un peu éloigné des grands centres de communication. Par contre, Henri IV a bien compris très tôt que la publicité de son action était essentielle. Et je vais prendre un seul exemple. Au moment de l'entrée d'Henri IV à Paris en 1594, qui est un des moments tout à fait importants de la restauration de l'État absolu, eh bien, un contrat a été signé avec un imprimeur à Paris pour diffuser des images représentant justement les actes les plus importants de l'entrée du roi à Paris. Et donc, on trouve 4 gravures qui ont été démultipliées dans tout le royaume et qui mettent en scène, d'ailleurs dans le livre, il y a une de ces gravures où on voit Henri IV qui se rend à Notre-Dame de Paris pour réitérer son geste d'abjuration de Saint-Denis en 1593. Et cette gravure est tout à fait impressionnante parce que le roi est figuré, disons, à cheval, au premier plan. Il y a une foule absolument immense parisienne qui l'acclame. Et quand on pense au curé Ligueur qui tenait en chair contre ce roi démon,
Napoléon, qui était Henri IV protestant, il y a là un renversement extraordinaire de l'image qui montre justement que voilà la puissance médiatique de la représentation d'un roi glorieux, acclamé par tous les sujets, et qui va se faire resacraliser d'une certaine façon en rentrant à Notre-Dame de Paris. Donc voilà un exemple, si vous voulez, de ce que j'ai appelé le roi médiatique, dont Henri IV est vraiment la forme déjà emblématique avant Louis XIV. Chaque époque, chaque gouvernement a ses querelles, a ses conflits intellectuels. Évidemment impossible de ne pas évoquer la querelle qui a opposé Bossuet et Fénelon, qui est à la fois une querelle théologique mais également philosophique et qui parle de cette notion de l'État et de la monarchie. Est-ce qu'elle a un impact réel ensuite sur l'évolution du pouvoir ? D'une certaine façon, oui. Bossuet, Fénelon, c'est deux figurations de ce que peut être le meilleur des rois. Alors, Bossuet, c'est vraiment l'ADN de l'État absolu. C'est-à-dire la politique tirée de l'écriture sainte. Notez d'ailleurs la puissance du titre. Alors, c'est un texte qui a été écrit pour l'éducation du dauphin. Bossuet était son grand instituteur, si je puis dire. Mais cette politique tirée de l'écriture sainte, vous voyez, c'est vraiment Dieu te touche, Dieu te guérit, que j'évoquais au début de notre entretien. C'est-à-dire, d'une certaine façon, la Bible et le Très-Haut constituent les matrices de l'autorité absolue du roi, pour le coup. Et Bossuet justifie un État absolu. Par contre, Fénelon, qui lui aussi est instituteur, mais du petit-fils du roi, duc de Bourgogne, lui conçoit vraiment l'autorité tout à fait autrement. Et lui propose un roi, je pense aux aventures de Télémaque, par exemple, pour le petit-fils du roi. Eh bien, les aventures de Télémaque, c'est, je dirais, l'idéal d'un roi, d'un despote éclairé ou d'un roi éclairé, même pas despote, mais un roi justement qui va reconnaître que sa première fonction, c'est pas l'autorité absolue, c'est la reconnaissance de l'intérêt de ses sujets. C'est-à-dire s'intéresser à l'économie, s'intéresser à la fiscalité, ne pas avoir un bandeau sur les yeux, comme justement l'écrit Fénelon dans une de ses lettres. C'est-à-dire, il annonce finalement les Lumières. Il annonce ce qui va faire barrage justement à l'autorité du roi, c'est-à-dire la puissance de l'opinion. C'est-à-dire que la société ait son mot à dire finalement par rapport à ce roi absolu qui gouverne non pas solitairement mais un peu loin de ses sujets. Et voilà, entre Bossuet et Fénelon, on a les deux options du pouvoir que j'évoquais. Le pouvoir absolu d'une part, et le pouvoir relatif, le pouvoir qui s'intéresse à l'économie, à la société, et qui est un roi beaucoup plus humain en quelque sorte. Et c'est ça la contribution de Fénelon finalement à la réflexion, à l'analyse de ce que peut être l'autorité. Est-ce que c'est pas justement le fait d'accentuer sur cette humanité du roi qui a fini en fait par tuer l'absolutisme et par tuer la monarchie française ? Je vous pose une question un peu provocante et engageante, mais la question se pose quand on voit l'importance qu'a eu Fénelon en fait dans la mentalité et dans le siècle des Lumières. Oui, je pense que ce qui a manqué finalement à la monarchie. Alors, il s'agit pas de refaire l'histoire, évidemment. L'histoire et l'historien n'est pas un juge et on n'est pas au tribunal. Mais je pense que ce qui a manqué à la monarchie française, c'est des réseaux de communication entre le roi et la société. Et je pense que c'est encore une question d'actualité. On parle d'un d'un président jupitérien en 2017, lors de l'élection de notre président. Mais je me demande si ce n'est pas inscrit dans la longue durée de l'histoire de France, justement, ce problème de la communicabilité entre celui qui incarne l'autorité et la société réelle. Et tout au long de l'Ancien Régime, justement, j'ai commencé l'entretien en suggérant une comparaison avec les autres États, même si comparaison n'est pas raison. Mais notez qu'en Angleterre, très tôt, le Parlement a été vraiment un relais de discussion, de dialogue entre la monarchie et l'État. Et il y a encore un roi, une reine en Angleterre, même si elle n'a plus de pouvoir. Mais justement, cette communication entre la société réelle et l'autorité absolue, elle n'a pas eu lieu en France. Ou en tout cas, elle a eu très mal, elle a très très mal fonctionné.
à travers le Parlement. Mais le Parlement français n'est pas le Parlement anglais. Le Parlement français, c'est des officiers qui achètent leur charge et qui finalement parlent pour eux, même quand ils disent qu'ils défendent la nation. Et d'ailleurs, l'ambiguïté a continué jusqu'en 1789, pratiquement. Mais voilà, il a manqué ces canaux de communication. Et j'ai évoqué les guerres de religion. Dans les guerres de religion, on a évoqué l'idée que les États généraux puissent se réunir régulièrement, tous les ans ou tous les 3 ans. Ça n'a pas été le cas. Et les États généraux ont cessé d'être réunis en 1615. Il y a eu un essai au moment de la Fronde, mais qui a avorté. Et voilà, il n'y a plus de communication. Et au XVIIIe siècle, je pense qu'il y a une tension de plus en plus forte, justement, entre un État dit absolu, entre un roi qui se veut encore absolu, même au temps de Louis XV, et une société qui réclame désespérément un pouvoir de dialogue, un pouvoir d'échange entre le roi et disons, les sujets qui vont devenir des citoyens et qui vont s'imposer par la force pour être véritablement citoyens. Si vous deviez définir aujourd'hui le roi absolu, évidemment, entre 1515 et 1715, quels sont les éléments que vous aimeriez mettre en avant ? Le pouvoir incarné. C'est vrai que c'est ça qui est très très frappant, c'est-à-dire la puissance d'incarnation et tout ce qui se joue autour de la figure du roi, de la personne du roi. Y a là vraiment une singularité française qui est très très forte, cette espèce d'identification au roi. Et je pense qu'au-delà de tous les régimes, de toutes les révolutions, on retrouve cet ADN de l'histoire de France, c'est-à-dire la puissance visuelle finalement de l'incarnation. Est-ce qu'on peut être un président ordinaire ? C'était une question que posait François Hollande. Voilà, mais la question, je crois, reste posée. C'est une vraie question. Oui, je crois que c'est une vraie question. Une vraie question, chers auditeurs, à laquelle je vais vous laisser répondre vous-même. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous venez de publier un livre, Le roi absolu, une obsession française, 1515-1715, un livre qui vient de paraître aux éditions Talendier, mais également une Anne de Bretagne aux éditions Gallimard, et les Bretagnes pour les nuls. Oui, une histoire de la Bretagne pour les nuls, voilà. Une autre histoire qui est loin là du roi absolu. Parce que vous êtes un grand spécialiste de la Bretagne. Vous pouvez d'ailleurs, chers auditeurs, retrouver une émission que nous avions enregistrée il y a quelques années sur cette histoire de la Bretagne. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce.